Alors maintenant, nous allons passer à des témoignages d'associations de victimes. Donc j'appelle Mathieu. Puis après, nous aurons Michel et Guillaume. Est-ce qu'on peut couper la projection Bonjour à tous. Donc je m'appelle Mathieu Dubois, je suis président de l'association à victimes, donc qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc avec moi qui m'accompagne, il y a donc Benoît. Donc je vais te laisser présenter aussi en premier. J'ai créé le collectif du vaccin aux acouphènes il y a 2 ans et demi et j'ai rejoint, mon collectif a rejoint l'association à victimes il y a 1 mois. Voilà, tout à fait. Et j'ai Alain Mopa, le papa de Mélanie, qui est atteinte de la maladie de Charcot suite à la 2e dose de Pfizer. Donc qui ont un courage énorme, comme toutes les victimes avec nous. Je vois Macha pas loin et je lui fais un gros bisou parce que c'est une battante aussi. Alors nous, l'association a été créée donc en décembre 2022. Aujourd'hui, on est plus de 300 adhérents. On représente également les Covid longs. Donc les Covid longs, c'est à peu près 18 personnes dans l'association. Le reste, c'est que des personnes qui ont des problèmes post-vaccination. On a 2 avocats qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qu'on embrasse fort, qui sont merveilleux. C'est Manon Fourcade et Régis Sonnet, qui sont d'une humanité sans nom. Vraiment, je tiens à les remercier. Alors pardon, je suis un peu ému parce que je vois toutes ces personnes et voilà, et ça me fait beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup d'humains et ça fait du bien. Voilà, donc le but de l'association, c'est comme nous tous, c'est d'avoir cette reconnaissance en tant que victime post-injection et surtout avoir une aide médicale adaptée pour chacun parce que Dieu sait que beaucoup souffrent. Voilà, je pense à Macha mais aussi à Mélanie et tous les autres. Pour ma part, alors moi j'ai fait la première dose Moderna et je suis tombé malade dès le lendemain à 37 ans avec des gros problèmes neurologiques. Alors c'est pour ça que quand on a mené cette action de créer cette association, c'est qu'on s'est rendu compte qu'autour de nous il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient depuis les injections et que en fait le plus important était de remettre l'humain à sa place déjà et qu'on puisse avancer tous ensemble. On a fait différentes actions l'année dernière sur 2023. On a donc rencontré 8 députés et sénateurs. Alors, comme vous le savez, c'est compliqué de pouvoir faire remonter les choses complètement. Alors, on est tombé sur des gens comme assez ouverts d'esprit. Il y en a 2 qui ont fait une lettre auprès du ministre de la Santé. Alors, auquel, désolé, puisque ça change tous les 4 matins. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais voilà, ils ont été très touchés par la démarche de créer cette association. On est également présent sur 9 marchés entre le Cher et l'Allier. Parce qu'effectivement, mais on est basé sur Moulins dans l'Allier. Et en fait, on a rencontré des gens qui étaient très touchés par la démarche qu'on faisait. Où nous, à 99%, on peut dire que les gens étaient vraiment nous dire bravo, continuez, ne lâchez rien. Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs. Et le but vraiment, c'est que toute la souffrance qu'on peut voir au quotidien, maintenant, voilà, effectivement, l'association a pris une ampleur assez grosse. Et on ne lâchera pas, ça c'est clair. Alors nous, on a mené une action de plainte. Alors il y a une plainte qui a été lancée, moi j'ai déposé plainte il y a un petit peu pour l'histoire, il y a 2 ans à titre individuel, où j'ai juste mis que je déposais plainte contre X suite à mon état de santé. J'ai écrit au procureur de la République de Moulins où on habite pour pouvoir l'alerter. Bon, évidemment, il n'y avait pas de nouvelles. Et un beau matin de juillet l'année dernière, j'ai été appelé par le commissariat de ma ville, qui m'a dit que la première vice-procureure de Paris voulait que je sois entendu dans le cadre de mon dépôt de plainte. J'ai été entendu 4 heures au commissariat avec un de nos avocats. Bon, ça fut éprouvant parce qu'ils ont tout épluché. Mais je pense qu'il y a des petites choses qui bougent quand même là-haut et que voilà, je pense que tous ensemble, et quand je vois toutes ces personnes autour de moi, je me dis qu'on y arrivera, sincèrement, et je vois le combat de chacun, c'est un combat, vraiment, et qu'on ne lâchera pas. Et voilà, moi je voulais laisser la parole à Alain, parce qu'il mène un combat incroyable avec sa fille, et voilà, merci à vous. Bonjour à tous, donc oui, je suis le papa de Mélanie, qui, suite à la 2e injection de Pfizer, a eu les premiers symptômes. Et là, ça s'est enchaîné, donc des fasciculations au niveau des bras, des jambes, du dos. Donc tout ça, ça a traîné pendant 16 mois. Au bout de 16 mois, on a vu un neurologue
qui a été humaine, qui nous a orientés sur Montpellier. Donc elle est suivie maintenant sur Montpellier. Et donc à Montpellier, donc elle a validé que c'était post-vaccinal, qu'elle avait eu la SLA qui s'est déclarée. Donc, et elle dit que c'est pas une SLA atypique, parce que ça évolue très 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 vite, comme beaucoup de cas dans l'association qui ont cette même maladie. Et donc voilà, donc pour dire qu'elle est condamnée, hein, elle a fait toutes ses démarches pour quand elle va décéder, parce que pour elle pense fortement qu'à la fin de l'année elle sera plus là. Et donc voilà, donc on l'aide, on l'accompagne. Et il faut savoir que ce vaccin a fait de terribles dégâts, même au niveau de cette maladie. Et donc au niveau de Montpellier, ils nous ont signalé que 2022, il y a eu 20% d'augmentation au niveau de cette maladie. Et pour 2023, ils n'ont pas encore toute l'année, mais ils seraient à 23% d'augmentation rien que sur 2023. Et donc là, voilà. Donc c'est une galère, c'est très dur pour elle, parce que bon, son cerveau est toujours bien là, mais physiquement, maintenant, elle a besoin d'une aide constante. Et ça, en l'espace d'1 an, quoi, elle a tout perdu rapidement. Donc voilà, c'est dur. Ouais. Merci Alain de nous avoir parlé de ce qui arrive à ta fille. Alors, sans transition, mais toutes les personnes qui ont des problèmes auditifs consécutifs à une vaccination Covid-19, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a des surdités brusques, de l'hyperacousie, des acouphènes, des vertiges, ça concerne beaucoup de monde, et donc il y avait ce collectif que j'avais créé il y a 2 ans et demi. Je vous encourage donc, toutes ces personnes, à rejoindre Avictim désormais, parce qu'il y a des choses qui se précisent maintenant, il y a des études qui sortent avec de vrais chiffres qui donnent maintenant une corrélation très forte entre le début des campagnes de vaccination et la hausse des acouphènes, des surdités brusques, des vertiges, de l'hyperacousie, de tous ces problèmes. Merci. Merci Benoît. Donc voilà, je voulais rajouter une petite chose, c'est que évidemment je remercie toutes les personnes qui sont là, mais tous les collectifs, toutes les personnes qui se donnent à cette cause, encore une fois, parce que c'était vraiment un combat. Je voulais citer en particulier avec qui on est régulièrement avec eux, où est mon cycle, VVC19 et Verity, et tous les autres évidemment, les désenfantés, pardon. Francis, je remercie aussi pour son travail qu'il fait à chaque fois pour l'installation. Et voilà, en tout cas, nous, on encourage les gens qui ont vraiment besoin à rejoindre Avictim et tous les autres. Et encore une fois, l'union fait la force, donc je crois que tout ça peut fonctionner et ça marchera, j'en suis persuadé. Prenez soin de vous tous. Merci. Alors il y a des poursuites de témoignages qui vont se faire aussi dans la salle 3, donc n'hésitez pas à y aller. Donc selon le programme, c'est Guillaume maintenant. Et ensuite, nous aurons Ricardo. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, super. Donc je suis Guillaume Major, je suis le président d'une association historique de victimes d'accidents vaccinaux qui s'appelle le REVAV, qui avait été créée en 1997 suite à la campagne de vaccination massive, puisque 35 millions de Français avaient été vaccinés contre le vaccin contre l'hépatite B. Et bien sûr, comme on a beaucoup vacciné, on a eu d'énormes problèmes de santé, ce qui est aussi un petit peu normal, mais bien sûr on a été très rapidement alerté par les conséquences liées à cette vaccination, et on a pu accompagner depuis 27 ans un certain nombre de victimes de manière individuelle dans des parcours très longs et médicaux et juridiques sur cette période assez
assez longue. Et nous nous sommes ouverts en 2018 à toutes les victimes de vaccins, voilà, avec la campagne effectivement de H1N1, et puis bien sûr de cette période très particulière de vaccination du vaccin contre la Covid, qui entraîne, vous le savez actuellement, et les données scientifiques le montrent, une surmortalité importante. Donc on peut faire peut-être 4 constats extrêmement importants actuellement. Et Corinne, tu nous le rappelles, c'est qu'effectivement on vaccine les enfants contre la Covid-19, qui est absolument un vaccin problématique, dont on connaît maintenant la toxicité, et que les laboratoires pharmaceutiques déjà ont beaucoup décrit. On peut faire le constat qu'au niveau mondial, on a pu participer en 2019 au niveau du REVAV à un forum réunissant les 400 dirigeants du monde sur les questions vaccinales et de l'Organisation mondiale de la vaccination. On parlait des pays africains, effectivement, qui étaient parfois pas suffisamment dotés en vaccination massive, et ça les a peut-être protégés, effectivement, de cette vaccination particulière de Covid-19. Donc la ligne rouge de la vaccination des enfants est atteinte, et il faut absolument qu'on dénonce cela, et que les autorités publiques prennent en compte cette réalité de la présence des victimes. L'autre constat évidemment extrêmement important, c'est qu'on a une absence, un déni de la réalité de la souffrance humaine et de la prise en compte et de l'indemnisation des victimes. Donc ça, c'est un combat qu'on doit mener effectivement collectivement, et on attend que les Français et les Françaises se réveillent et comprennent et acceptent de remettre en question l'innocuité de certaines vaccinations. Je me permets de rappeler que l'association REVAV n'est pas anti-vaccinaliste, puisqu'on défend des personnes qui ont accepté les vaccinations dans les citoyens, et qui ont payé le prix cher de ces vaccinations. Je pense par exemple à Frédéric Merle, qui est décédé à 41 ans après avoir utilisé l'AstraZeneca après une première injection, dans les 10 jours après sa première injection. Donc voilà, les victimes sont présentes. Il faut bien sûr vous remercier de témoigner publiquement, par écrit, et puis bien sûr ces scientifiques indépendants qui arrivent à nous montrer la réalité de ce qui se passe dans une indépendance, effectivement, puisque globalement les agences sanitaires ne prennent pas en compte les décisions actuellement nécessaires pour la protection de la santé publique et de nos concitoyens. Nous avons organisé, et je ne serai pas trop plus long, il y a 3 ans, une organisation nationale, une alliance d'associations nationales de produits de santé, voilà, qui regroupe des malades du lévothyrox, qui regroupe des victimes, par exemple, du mercure dentaire, qui nous concerne, qui ont concerné beaucoup d'entre nous également, avec un produit extrêmement toxique que le mercure dentaire, et puis d'autres victimes, et également l'association, le 3e, qui est une association historique de défense des victimes d'accidents vaccinaux, et particulièrement sur les questions anémiques qui entraînent des hémophagies à macrophages. Voilà, et donc je témoigne de leur engagement historique. Ce sont des associations anciennes, et on demande aux instances sanitaires actuellement de mieux prendre en compte les questions de santé publique. Donc on est bien sûr à votre disposition au niveau du stand. Vous avez une documentation, vraiment essayez de prendre le temps. Ce ne sont pas des sujets très sexy, mais du coup de vraiment prendre le temps de comprendre les mécanismes dans lesquels nous sommes, pour effectivement les dénoncer, les transmettre dans nos familles, à nos enfants, pour qu'ils aient une acuité très tôt dans leur vie, une attention particulière sur ces questions de dangerosité, et qu'on ait un débat public démocratique avec une transparence extrêmement importante. Notre association est absolument apolitique. Nous accueillons toutes les victimes de toute idéologie. Je souhaiterais rendre hommage à Michel Rivasi, qui est décédé à l'âge de 70 ans et qui a fait un travail extrêmement important au niveau du Parlement européen pour défendre et maintenir une transparence des institutions européennes. Et bien sûr, vous avez entendu de ces affaires de SMS avec une demande de transparence auprès de
Van der Leyen, tout à fait. Et donc du coup, on attend les résultats, mais les procédures vont être longues et on a absolument besoin de connaître ces enjeux financiers qui effectivement impactent notre santé. Voilà, on reste bien sûr à votre disposition, on a besoin d'encouragement et de soutien aussi. Et vraiment merci à toutes les victimes et votre mobilisation collective aujourd'hui. Merci aux organisateurs pour cette journée. Merci beaucoup. Merci. Autour de Ricardo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est très émouvant de... Ah, faut que je me rapproche ? Oui. Oui, je me rapproche, il n'y a pas de souci. Il reste là comme ça. Très bien. C'est très émouvant de vous parler de notre petit projet aujourd'hui qui est très récent, qui s'appelle Basique. Je m'appelle Ricardo, je suis référent du groupe Réinfo 37. Ah, voilà. C'est parfait. Merci. À Tours. Et l'été dernier, en 2023, notre collectif a décidé de créer une plateforme d'accueil des victimes des effets secondaires, des effets indésirables, des injections géniques expérimentales. On l'a appelé Basique 37. Alors, Basique, ça veut dire bienveillance et accueil, santé, injection, Covid. Donc, son objectif est d'accompagner ces victimes et aussi, lorsque le cas se présente, des personnes qui ont le Covid long. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, nous avons une équipe d'accueil, il y a 5 personnes, une partie sont présentes ici d'ailleurs, qui se relayent chaque semaine pour répondre au téléphone et à un email qu'on a créé rien que pour ça, pour l'occasion. Et on les écoute. On les écoute, on leur demande ce qui leur arrive, on valide leurs difficultés, leurs souffrances, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres environnements. Et ensuite, on leur propose... Je vais le tenir. Bravo. C'est renversant. Donc, je vais peut-être mettre le petit chapeau. L'idée, c'est que on leur propose, en collaboration avec l'association Solidéclat, de faire cette déclaration. C'est très important, on leur explique. Et on leur montre qu'avec cette association, leur déclaration va être prise en compte. Alors que s'ils le font eux-mêmes, d'abord c'est difficile et puis c'est pas pris en compte. On est en collaboration aussi avec A-Victime, qui vient de parler tout à l'heure, Mathieu Benoît, et on leur envoie tous les gens qui nous appellent pour qu'ils collaborent à ce projet merveilleux qui est ce rassemblement des victimes des effets secondaires. Et puis, nous avons la chance d'avoir une équipe médicale capable de soulager les effets indésirables des vaccins. Alors, c'est un petit peu ça qui était le cœur de notre projet. On les redirige vers notre équipe médicale qui est anonymisée. On a un numéro de téléphone et un email dédié à cela. Et les personnes peuvent avoir des conseils, comment se soulager tel ou tel symptôme, des conseils personnalisés. Et on essaye de les suivre tant qu'ils le souhaitent. Et puis bien sûr, toute l'équipe de Réinfo 37 s'est mobilisée pour diffuser un flyer qu'on a conçu, 4 pages, qu'on met dans les boîtes aux lettres, qu'on met dans les commerces, qu'on donne aux gens, qui nous permettent de support de discussion, voilà. Pour expliquer, vous le verrez sur notre stand, la première chose qu'on dit c'est « Vous n'êtes pas bien après le vaccin ?» Et si on en parlait ou des choses comme ça, voilà. Donc l'idée c'est de susciter un petit peu cet intérêt, cette relation que les gens ne font même pas parfois. Et de dire, tiens, c'est peut-être le vaccin. Et puis il y en a qui le savent et qui se disent, tiens, il y a des gens qui savent ça aussi. Je ne suis pas tout seul. Et donc, ils nous appellent. Et ils constatent qu'il y a vraiment une équipe. On a distribué pour l'instant à peu près 15 000 flyers dans toute l'Indre-et-Loire et on continue. Et cette action, vous l'aurez compris, c'est une action qui s'inscrit dans l'ouverture. L'ouverture à ceux qui ont cru au discours officiel, ou bien qui ont été pris en otage.
par cette mécanique financière déshumanisée. Et ce que nous voulons, c'est rétablir ce dialogue. Rétablir le dialogue en passant par un accueil inconditionnel et bienveillant envers tous. Alors voilà, c'est un petit projet, on ne cherche pas à révolutionner le monde. Ce qu'on voudrait, c'est simplement que cessent ces souffrances inutiles, ces souffrances qui restent sans réponse par le système de santé actuel. Et puis, voilà, ça a commencé il y a 6-8 mois, mais c'est loin d'être fini. Ça n'est que le début et notre avenir, on le voit dans quelque chose qui pourrait ressembler... vous avez entendu parler des oasis pleine santé, un projet dans les Alpes de Haute-Provence. C'est quelque chose de plus grand, de plus beau, et on va essayer de tendre vers quelque chose qui ressemble à ça. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais on va élargir aux soins en général, à la santé en général, à l'éducation à la santé. Et donc voilà, dans un an, on en saura un petit peu plus. Et pour terminer, je voudrais vous transmettre un message de notre équipe des médecins qui s'occupe de soulager les personnes. Elle dit la chose suivante. Le projet basique a été créé pour venir en aide à ceux qui ont fait les frais de l'injection Covid. Mais nous nous y sommes préparés depuis 4 ans que dure cette mascarade. Les solutions sont prêtes, empruntées à plusieurs formes de médecine. Il reste à les appliquer et à les personnaliser. Et les premiers résultats sont très encourageants. Nous, les suspendus, comme du linge après la lessive, avons évolué. Tout propre et tout sec, renouvelés, nous restons des soignants pour exercer notre art avec efficacité. Je vous remercie beaucoup. Michel ? Bonjour. Bonjour tout le monde et je vous remercie tous d'être là. Voilà, je représente une association que je viens de fonder avec 4 personnes dont je suis la présidente. Nous nous appelons les Désenfantés. Voici M. Bodino qui a perdu sa fille Karine. Ensuite, vous avez Anaïd Kofek qui a perdu son fils de 18 ans. Et mon ami Jean-François Claire qui a perdu Ludovic à 39 ans. Et moi j'ai perdu ma fille Eva à 30 ans. Donc nous nous sommes rapprochés et nous avons décidé de fonder cette association pour venir en aide à toute personne ayant perdu un membre de leur famille, en particulier des enfants. Ce que je voudrais faire comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons mené un parcours de combattants. Dès le décès de ma fille, 1 heure après, j'étais convoquée par la gendarmerie. Alors on m'a accusé, dans un premier temps, du meurtre d'Eva. Comme quoi je l'aurais éventuellement empoisonnée. Alors moi je savais que c'était le vaccin. Parce qu'une mère, on ne la lui fait pas. Grâce à Dieu, je voudrais remercier tout d'abord l'équipe fantastique des urgences de l'hôpital Nord à Marseille, qui eux s'étaient aperçus tout de suite d'où venait le problème. Et ils ont mis tout en œuvre pour que je puisse avoir une autopsie. Et de là, on a découlé tout mon parcours. Depuis 2 ans, j'ai voulu faire le tour de France pour voir ce qui se passait, pour voir si c'était vrai, si c'était que moi. Et j'ai décidé alors de profiter de ce que m'avait offert l'ennemi, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je suis devenu lanceur d'alerte. J'ai changé de casquette dans tous les réseaux puisque c'est pas les mêmes. Je suis la provocatrice sur Twitter. Je suis une gosse sur TikTok. Et j'ai toujours tout fait en mon nom propre, pas de pseudo. Et puis
puis Facebook, et puis tous les réseaux, voilà. J'ai écrit à Emmanuel Macron au tout début, et j'ai eu une réponse. J'ai posté cette lettre sur Twitter, elle a été traduite en anglais, et elle a fait le tour des USA. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, si je suis là à dénoncer, c'est parce que je continuerai, hein. C'est devenu ma raison de vivre, ma raison d'exister. Et j'ai obtenu, pour la première fois, un rapport favorable. Ma fille est reconnue médicalement par des experts médicaux. Alors ce n'est pas fini, puisque depuis 2 ans la machine est lancée. Ma plainte a été faite en 2022. Et j'ai eu la chance, c'est un don de Dieu aussi, de rencontrer mon avocat, parce que ça j'en parlerai tout le temps. Si aujourd'hui ma fille est reconnue, c'est grâce à ce monsieur, Maître Lanzaron. Maître Lanzaron, on lui doit beaucoup de respect parce que ça a été quand même le premier avocat français à attaquer Pfizer, à attaquer BioNTech, et à attaquer, maintenant cette année, il a attaqué tous les experts qui ont des conflits d'intérêts. Voilà. On l'appelle le petit Marseillais, mais c'est un très grand homme. Et je lui rendrai hommage toute ma vie parce que lorsqu'on obtient un rapport comme le mien, et ce que je voudrais, c'est que tous les parents vivent ce que j'ai vécu le 29 septembre 2023, c'est-à-dire la renaissance de ma fille. Alors on ne me la rendra pas physiquement, c'est sûr, et à partir de ce moment-là, on a gagné. Mais on continue la machine judiciaire, pour que les autres puissent obtenir la même chose que moi. Pour les victimes d'effets secondaires aussi, parce qu'on n'oubliera jamais ni Mathieu, ni Macha, ni Héloïse Sauval, il ne faut pas l'oublier, qui est une grande dame à qui on a fait beaucoup de mal, c'est pour ça qu'on ne la voit pas très souvent. Ensuite, je vais laisser parler chacun d'entre nous et je reviendrai et j'aurai des petits scoops à vous donner. Voilà. Merci. Bonjour et merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Comme Michel l'a dit, j'ai perdu mon fils il y a 2 ans et demi maintenant. Il avait 39 ans. C'était un gaillard, quand vous me voyez, vous le voyez lui. Donc il n'était pas faiblard, il était en pleine santé. Il s'est fait vacciner le jeudi soir 17h30 et il est décédé à côté de mon petit-fils qui avait 13 ans et demi, qu'il a retrouvé décédé le samedi matin, donc 30 heures après il était mort. Après avoir passé un vendredi épouvantable, puisqu'il m'a appelé, il avait des douleurs de partout, transpirait beaucoup, il ne trouvait pas le sommeil, il était agité, il perdait l'équilibre, donc ça allait pas. Mais bon, il a fini par trouver le sommeil dans la soirée, il s'est relevé dans la nuit. Bon, c'était difficile, mon petit-fils jouait à la PlayStation, donc il m'a dit papa, il n'arrivait pas à tenir une assiette, ça allait pas, mais bon, c'est pas... Et ça s'est fait en direct, parce que quand j'ai téléphoné, il devait être pas loin de midi. J'ai demandé à mon petit-fils de réveiller son papa, et c'est là, on était en ligne, qu'il m'a dit papa il est froid, il bouge pas, il a beaucoup de sang derrière la tête, ça a coulé par son nez, il y en a partout. Donc j'ai appelé les pompiers, bon, je suis arrivé en même temps, et là ils n'ont rien pu faire, quoi, c'était fait. Donc j'ai pas perdu de temps, je me suis renseigné, c'était un samedi, j'ai pu contacter un avocat qui m'a dit on demande j'ai écrit au procureur tout de suite, de manière à ce qu'il n'y ait pas une autopsie rapide, enfin, comment dirais-je,
qu'on récupère certains éléments pour l'envoyer dans un laboratoire spécialisé pour faire une analyse anatomo-pathologique. Ce qui a été fait. Donc le mardi matin, il y a eu l'autopsie, ils ont prélevé, c'est parti à Paris. L'avocat me dit il y a à peu près 3 mois de délai, que je conçois. Et à l'issue des 3 mois, donc c'est là où il y a aussi un petit souci, la police m'appelle, me dit voilà, on a reçu le rapport de votre fils. Le médecin légiste ne voit rien, il a tout regardé, mais il ne voit rien. Bon, il sait bien s'il ne voit rien. Et il me dit de toute façon, j'en saurai plus. Nous, on envoie directement le dossier au procureur, à Saint-Nazaire. Et puis, demandez à votre avocat de le récupérer, ce que je fais immédiatement. Ça, c'était le 26 octobre. Et puis, donc, j'avertis l'avocat. L'avocat me dit, ok, je m'en occupe. Je laisse passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il dit, où on en est du dossier, donc je le rappelle, je lui écris même. Et il me dit, j'ai fait la demande, j'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de nouvelles. Insistez quand même, c'est important. Et donc, il fait, j'ai toujours pas de nouvelles. Hein. On arrive l'année suivante, donc c'est déjà 3-4 mois, je l'appelle, je dis on peut se voir, oui, on se voit. Ah ben, il me dit, ça fait encore un courrier que j'envoie au tribunal de Saint-Nazaire, il n'y a pas moyen, j'arrive pas à avoir de réponse. Alors, je suis patient, je dis, ils ont peut-être beaucoup de travail, on va finir par l'avoir, mais je vois le temps qui passe, et je dis, si je veux faire une action en justice, comment je fais? J'ai pas d'éléments, on me donne rien, on me dit pas quoi. Et en fait, il s'est passé 11 mois. C'est-à-dire qu'au bout du 9e mois, il s'est quand même bougé le train. L'avocat est à 200 mètres du palais de justice, il y est allé, il me dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné le dossier de votre fils. Il dit, c'est une grosse enveloppe, et il y avait un post-it sur le côté marqué classement sans suite. Je dis, ouais. Et il y a quelle date? Parce qu'il y avait la date. Et il me dit le 27 octobre. Je dis, le 27. La police m'appelle le 26. Le tribunal réceptionne le lendemain, supposé le 27, et c'est déjà classé. Je dis, à votre avis, vous pensez qu'ils ont ouvert l'enveloppe et qu'ils ont pris connaissance du dossier? Il me dit, non, je pense la même chose que vous. Donc là, je pique la colère, je dis, je vais écrire moi-même, puisque ça ne veut pas bouger, puis il n'y a rien. Ce que je fais, j'envoie un mail d'un accusé de réception en écrivant à Madame la procureure, parce que je me suis renseigné à la 5, c'est la maman de la 5 filles. Je vais essayer de jouer gentiment, tout en restant évidemment courtois, la fibre maternelle quand même, on ne peut pas laisser des parents comme ça qui perdent un fils unique, en plus c'était mon fils unique, sans nouvelles, de dire j'ai le droit de savoir quand même, le dossier m'appartient, de quoi mon fils est décédé. Et puis rien, j'appelle quand même, je reçois un accusé de réception du mail envoyé, et puis je laisse passer 8 jours, j'appelle, on me dit toujours rien. Bon, je remets une 2e coup, je renvoie une lettre un petit peu plus virulente, où là j'appuie où ça fait mal. Et puis sur le retour, là j'ai de la chance, sur le retour de mail, je vois le nom de la greffière principale. Donc j'ai le numéro de téléphone, je vais l'appeler. Elle est embêtée, elle me l'a transmis, bon je vous garantis que j'ai aux écritures et je vous le fais envoyer. Donc effectivement, 2 jours après, l'avocat me dit on l'a reçu, mais il me dit j'ai regardé les conclusions, moi je vois rien, je dis renvoyez-le moi, pardon. Alors l'avocat, du coup j'ai dit bon, on continue pas avec vous, parce que j'estime qu'un avocat, moi j'ai fait en 15 jours ce que lui n'a pas été fichu de foutre en 10 mois, 11 mois, donc je suis pas avocat et j'ai réussi à le faire. Donc un avocat comme ça, excusez-moi, mais bon, je ne citerai pas son nom. Et alors, donc j'ai gardé ça sous le coude. Aujourd'hui, le dossier a été retransféré auprès de Michel, puisque l'avocat Michel, maître Lanzarote, m'a reçu, on en a parlé. Il y a eu pas mal d'avancées, donc il n'est pas question de laisser tomber. J'ai envie de savoir de quoi mon fils est décédé. Enfin bon, ce qui est quand même le plus lamentable là-dedans au niveau de cette justice, même si je ne suis pas là pour faire un procès de la justice, mais quand quelqu'un, a fortiori quand c'est quelqu'un de votre famille, votre propre enfant qui décède, on vous écrit pas, on décide de classer comme ça, de foutre ça à la poubelle, et puis on prévient personne, donc c'est normal. Bon, encore un aspect quand même révoltant. Et puis voilà, mais je ne laisse pas tomber, le dossier il est entre bonnes mains, et il est en relation avec pas mal de personnes, tant en France qu'à l'étranger, maître Lanzarote, et puis on va continuer, parce que c'est pas normal, ça ne me le ramènera pas, et Michel a oublié de le dire, ce qu'on veut, nous, ce qu'on a tous demandé, on est tous d'accord, on ne demande pas d'indemnité financière. De toute façon, on pourrait poser tout le tas d'or du monde à côté de nous, ça ne ramènera personne. Nos enfants, ils sont morts, on ne les verra plus jamais. Peut-être nous qui les retrouverons. Je ne suis pas pressé, mais enfin bon, je serais bien content le jour, si ça existe, à supposer. J'ose espérer qu'on peut se retrouver. Mais je pense surtout à derrière, mon petit-fils psychologiquement avec 13 ans et demi, il a été suivi bien évidemment. Tout va bien, hein, il travaille bien à l'école, il a des bons résultats au lycée, mais bon, malgré tout, la blessure, elle ne se refermera pas, hein, c'est pas facile. Bon, moi ça va, j'essaye, enfin, je m'auto-persuade que ça va, hein, c'est pas évident.
Mais surtout, où il faut continuer, et vous le savez bien, c'est parce que nous, on a perdu un enfant, et un enfant, à la différence d'un époux, d'une épouse, qu'on peut malheureusement aussi perdre d'une maladie ou suite à cette saloperie d'injection, c'est fondamentalement différent d'un enfant. Un enfant, on l'a conçu, on le voit dès le premier jour. Perdre un mari ou son épouse, c'est bien évidemment pas souhaitable, c'est dramatique. Sauf qu'on ne se connaît pas du premier jour. On rencontre sa femme ou son futur mari, on a 20, 25, 30 ans, on n'a pas passé la vie entière. Ils étaient très jeunes, il ne faut pas oublier que la fille à Dominique, la fille à Marc, on peut considérer à peine passé le cap de la moitié de leur vie, ils avaient 40 ans. Et puis tous ces gamins qui étaient encore ados, qui eux avaient la vie devant eux, donc c'est dramatique, on a privé les parents de cette vie, et eux de cette joie surtout. Donc, mais je pense surtout aux autres, à tous ces gens qui aujourd'hui sont devant moi, qui ont fait confiance, parce qu'on a tous fait confiance en fait pour le vaccin. Ceux qui sont allés, le médecin nous a dit allez-y, c'est pour vous, c'est pour votre santé, c'est pour que vous échappiez, n'est-ce pas Mathieu, que vous risquiez pas ou machin. C'est mieux pour vous, allez-y. On a fait confiance, on y est allé. Résultat, puis aujourd'hui ils ont du mal, et ils ont du mal à dire oui, mais on aurait mieux fait de... La reconnaissance est difficile. Et puis, c'est pas fini parce qu'il y en a de plus en plus. Chaque jour, on se rend compte qu'on voit de plus en plus de gens qui sont touchés, plus ou moins gravement. Il y a différents degrés, mais enfin, il y a des gens pour qui la vie elle est quasiment foutue parce qu'ils peuvent plus vivre normalement, ils peuvent plus se déplacer normalement, ils peuvent plus rien faire. Mais voilà, donc ce qu'on veut, enfin moi, concrètement, ce que je voudrais, au travers de notre association et des autres, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Mais je vous dis, ce qu'on veut, c'est qu'un jour, ils aient au moins l'honnêteté, dans les instances qui ont décidé ça, de reconnaître que, bah oui, on leur demande pas de se mettre à genoux et de nous demander pardon, loin de là, mais au moins de reconnaître qu'ils ne sont pas partis inutilement, qu'ils ne sont pas malades inutilement. Il y a eu des choses dont on ne sait pas si quelqu'un savait ou ne savait pas. Là-dessus, on peut supposer que certains savaient mais n'ont rien dit. Ce que je pense un peu quand même, parce que c'est pas possible de ne pas être informé. Mais voilà, il n'y a pas d'animosité dans ce que je veux dire. Moi, je demande simplement une reconnaissance un jour, de dire on a fait une connerie, on a fait une erreur, on n'aurait pas dû. Mais voilà, ni argent, ni machin, ça ramènera rien, ils sont plus là, on pense à eux tous les jours. C'est difficile de vivre, de se réveiller tous les matins, je confirme. La première pensée, c'est celui qui est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. C'est la manière. Enfin, en tout cas, merci beaucoup à vous. Anaïd. Et puis ensuite, ça sera au tour de Dominique. Bonjour, je suis la maman d'Abel, qui est décédée le 13 décembre 2021 après la deuxième injection Pfizer à l'hôpital de Saint-Nazaire. Il est rentré à l'hôpital pour une occlusion intestinale selon l'urgentiste. Tout allait bien, il devait sortir le lendemain. Il a fait un premier arrêt cardiaque, il a été réanimé, puis il a fait un deuxième arrêt cardiaque qui, lui, a été fatal. Une autopsie a été faite, la plainte a été déposée, la procédure est en cours. Perdre un enfant, c'est un traumatisme difficile à surmonter et dans cette situation, on doit se battre pour obtenir justice. Nous devons aussi être vigilants pour protéger nos dossiers des personnes qui n'ont aucun scrupule à nous causer du tort pour la gloire et l'argent. On doit encaisser les critiques des personnes qui nous traitent de complotistes, les critiques de personnes qui nous reprochent d'avoir laissé nos enfants se faire vacciner. Les coups viennent de part et d'autre. On doit avancer dans ce combat en se préservant pour avoir assez de force, pour ne pas se laisser manipuler par les personnes malveillantes.
Mon combat ne fera pas revenir mon fils à la vie, mais il sauvera certainement des vies et il éveillera des consciences. Alors mon fils ne sera pas décédé pour rien. J'ai eu besoin de lire mes notes parce que émotionnellement, pour moi, c'est très très difficile. Il m'a fallu 3 semaines après le décès de mon fils pour avoir envie de vivre, puisque pour moi, il n'y avait pas de sens. J'avais envie de mourir. On m'a enlevé une partie de moi, on m'a arraché, ce que j'avais une partie très chère de mon cœur. Donc Dominique et ensuite Sonia. Bonjour tout le monde, je suis Dominique Baudinot, beaucoup me connaissent, je connais beaucoup de monde dans la salle aussi. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé ici. Donc c'était le 4 janvier 2022, donc pour faire simple, elle est allée faire un écho-doppler du foie pour un suivi thérapeutique en vue de se faire opérer d'un bypass de l'estomac. Et à la sortie de cet écho-doppler du foie, alors que tout allait bien, tous les examens précédents s'étaient très bien passés, cet écho-doppler s'est également très bien passé, le résultat nous l'a confirmé. Elle est sortie du bâtiment, elle a voulu aller à sa voiture, elle avait rendez-vous avec la diététicienne et elle n'est pas arrivée à sa voiture. Elle est tombée sur le bitume, sur le parking de l'hôpital, elle a convulsé, elle est tombée en coma, puis très rapidement en coma dépassé. Le résultat, ça a été donc thrombose et AVC massif, une jambe déjà toute blanche parce que plus de circulation dans la jambe. Elle avait perdu tous ses organes sauf le cœur qui était à 50%. Tout ça à la suite d'un écho-doppler dont on peut quand même se poser la question comment ça se fait qu'un écho-doppler puisse provoquer ça, parce qu'il n'y a rien d'autre qui soit intervenu, donc extérieur, à part cet examen médical. Donc bref, on en est là. Depuis, je m'occupe... j'ai créé la carte, j'ai créé la carte de France des victimes des injections à 2 jours près, il y a 1 an. Et beaucoup de victimes sont dans la salle, beaucoup, je les reconnais, m'ont fait l'honneur de venir témoigner sur ma carte. J'ai des amitiés aussi, effectivement, avec Mathieu et à Victimes, et puis d'autres collectifs de France qui donc me font également l'honneur d'être dans mes amis. Et donc mon combat actuellement, effectivement, c'est de poursuivre dans cette action, donc d'aider les victimes tant que je peux jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Et je voudrais préciser une chose, c'est que par rapport à Solid Éclat, que personnellement je recommande, parce que c'est eux qui font le meilleur travail, à mon avis, en France actuellement, il faut quand même pas oublier de dire que c'est quand même par l'intermédiaire d'un médecin qu'une victime ou une famille de victimes qui transmettra un dossier que le résultat sera le plus efficace. Je ne sais pas, ça a peut-être été dit avant, mais bon, voilà, si on envoie son dossier, comme je l'ai fait moi au début, par absence de conseil, en fait, ça revient avec accusé de réception et on n'a rien de plus, quoi. Donc il faut relancer avec une bonne étude. Actuellement, j'ai une pharmacovigilance qui est à 105 ou 107 pages, je ne m'en rappelle plus, et qu'il faut absolument envoyer par l'intermédiaire du corps médical compatissant, parce que beaucoup refusent de le faire, on le sait très bien. Je vais terminer avec une anecdote qui s'est passée il y a un peu plus de 6 mois. Au mois de juin, j'ai été opéré d'un canal lombaire étroit, c'est-à-dire une grosse opération du dos. On m'a ouvert les 5 vertèbres lombaires. Bref, c'était une opération. Et donc pour ce faire, à la clinique, parce que j'habite en Corse, donc c'était à Bastia, on m'a dit il faut faire un test antigénique. Bon. J'étais pas trop fan, je l'ai fait. J'ai fait mon test antigénique. Bon, je me suis retrouvé sur mon lit mon brancard, pour aller en salle d'opération. Et l'infirmière anesthésiste a vu mon tatouage avec le cas de ma fille Karine sur le poignet. Elle me dit c'est quoi ce cas? J'ai dit c'est ma fille Karine. Elle a dit c'est marrant, je m'appelle Karen. Et avec un cas aussi. Et puis la discussion a changé. Elle regardait ce que j'avais sur le ventre, c'était mon dossier médical. Elle a dit vous avez fait un test antigénique. Et pourquoi vous avez fait ça? J'ai dit parce qu'on me l'a demandé, mais ça veut dire que vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas reçu de vaccin? J'ai dit non, pourquoi j'aurais fait ça? Je n'ai jamais voulu me faire vacciner, je ne voyais pas l'intérêt. Et là, elle se retourne vers ses 3 assistantes et elle leur a dit, vous le saviez, vous, qu'on pouvait soigner et faire des opérations sur des gens qui ne sont pas vaccinés?
Et ça, c'était il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. Donc il y a encore un gros boulot chez les citoyens ordinaires, mais aussi dans le corps médical qui vraiment se fout de la gueule du monde, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, à part que je ne m'arrêterai pas, tout le temps que ma santé me le permettra, et que les victimes me feront confiance, parce que c'est quand même essentiel. Voilà. Je vous remercie. Je m'appelle Sophia, j'avais 17 ans, avant que ma vie ne me soit arrachée brutalement. J'habitais une belle région, dans le sud de la France, un petit village nommé Derdenne, où le soleil, le rire et les traditions nous offraient une vie joyeuse. J'étais une jeune fille épanouie, pleine de vie, en bonne santé, avec une famille aimante et beaucoup d'amis, comme tant de jeunes de mon âge. J'avais un rêve, devenir puéricultrice. J'aimais tellement les enfants, j'étais tournée vers les autres. Je faisais mes études au lycée agricole de Valabre. J'étais si heureuse de pouvoir faire des études dans un secteur qui me plaisait et ne pas devoir subir les dons de l'école par dépit. Ensuite, la crise Covid est arrivée. En septembre 2021, on m'a annoncé que si je voulais envisager de faire mes stages, je devais aller me faire vacciner. Les profs étaient clairs. Sans ça, c'était la fin pour moi, car je ne pourrais pas valider mon cursus. Ce vaccin, on en entendait parler partout. C'était devenu le sujet omniprésent. Chez le buraliste, quand j'allais acheter mes chewing-gums, j'entendais « Et toi, tu t'es fait vacciner ?» À l'école, pareil. Sur les panneaux d'autoroute, les slogans « Tous vaccinés, tous protégés ». À la télé, ça tournait en boucle sur toutes les chaînes. L'horreur. Je languissais tellement que ça cesse. Mais je ne voulais pas mourir. Ce n'était pas comme ça que je voulais que ça s'arrête. Je voulais juste, comme plein de mes amis, retrouver une vie normale. Pouvoir aller boire un verre, manger en terrasse, aller au ciné ou danser, vivre quoi. Même la culture nous était interdite. On ne pouvait plus aller nulle part sans ce bout de papier, devenu le Saint Graal. Quand j'ai su qu'il me faudrait faire ce vaccin pour poursuivre mes études, je me suis dit, tu n'as pas le choix. Vas-y et tu pourras enfin passer à autre chose. Mon père n'était pas d'accord. Mais moi, je ne voulais pas renoncer à ma vocation, à mon avenir. C'était ma vie, quoi. J'avais 17 ans. Je pouvais choisir, seule, sans le consentement de mes parents. Maman m'y a finalement accompagnée. Elle avait compris que je ne lâcherais pas. J'étais si déterminée. Après tout, ce vaccin, c'était juste une formalité comme une autre, d'après tous ces gens. Les profs disaient d'y aller. Tout le monde disait d'y aller. Les médecins aussi. De toute façon, en vrai, je n'avais pas le choix. 10 jours après, c'était la fin. La fin de ma courte vie, moi, Sophia, à 17 ans. Décédée le 21 septembre 2021, de mort inconnue. Le cauchemar a commencé par mes parents, ma famille, mes amis aussi. Plus rien ne serait plus jamais comme avant pour eux, ni pour moi d'ailleurs, car maintenant, il n'y a plus d'après. J'ai disparu, du jour au lendemain, et je ne sais toujours pas pourquoi. À cette heure, personne n'a daigné répondre au pourquoi. Pourtant, c'est bien à vous que l'on a fait confiance. Vous avez voté des lois pour obliger notre secteur à recevoir ce vaccin expérimental, y compris pour les jeunes. Sur les bancs de l'école, j'ai appris que les parlementaires représentaient la voix des citoyens pour agir dans leur intérêt, que les médecins prêtaient serment, que les autorités sanitaires étaient dignes qu'on les croie. Pourtant, je suis morte, en faisant confiance à tous ces gens, censés être dignes. Combien de voix maintenant vous crient leur détresse? Combien se taisent? Personne ne pense devoir me représenter. Pourquoi? Parce que je suis morte, et qu'il est plus facile de se taire. Allez-vous passer à autre chose, comme si cela n'existait pas, comme si je n'avais jamais existé? Je suis une enfant parmi tant d'autres, l'enfant du peuple, de la nation française. Êtes-vous digne de porter les valeurs qu'elle représente, telles que décrites dans nos livres d'histoire? Qu'est devenu ce pays incapable de protéger l'intérêt de ses enfants? À 17 ans, mesdames, messieurs les parlementaires, on ne meurt pas de mort inexpliquée. À 17 ans, la mort d'un jeune doit être expliquée. Je suis une victime de la folie Covid parmi combien? Vous-même êtes incapable de répondre à cette question.
Les autorités elles-mêmes disent que la nécessité de faire remonter les effets secondaires n'a pas été suffisamment communiquée. Si j'avais été au courant des possibles conséquences de ce vaccin expérimental, j'aurais peut-être attendu. Jamais je n'ai entendu autre chose que son apologie à la télé, partout. Je ne m'y résoudrai pas, mais surtout ma famille ne s'y résoudra pas. Ils sont morts avec moi. Ils errent désormais avec une douleur qui ne partira jamais. Ils font semblant de vivre comme ceux qui portent le poids de cette omerta. Ma famille m'a enseigné des valeurs. Nous n'avions peut-être pas beaucoup d'argent, mais nous avions l'essentiel. On m'a dit, petite, il y a une chose que rien ne peut acheter. Sais-tu ce que c'est? La réponse est ta conscience. Mesdames, messieurs les parlementaires, la conscience des hommes ne s'achète pas. Elle se nourrit, tout comme l'âme. La mienne vivra toujours. Je pense enfin que seul l'héritage qu'on laisse de notre passage est le fruit des valeurs que l'on a cultivées et transmis dans la vérité. Messieurs, mesdames, les députés, les sénateurs, quel héritage allez-vous léguer à vos enfants, à vos petits-enfants? Je ne crois pas en la justice, car elle dépend des hommes. Je crois en la vérité, peu importe le temps qu'elle met à parcourir le chemin qu'elle emprunte. C'est le nom que porte l'association dans laquelle s'est engagée ma tante Sonia, pour faire vivre ma mémoire et pour obtenir des réponses. J'ai foi aussi en l'âme et en la conscience de quelques individus, même s'ils ne devaient être qu'une poignée. À eux seuls, je sais qu'ils pourront rendre ce monde meilleur. La force de la conviction déplace les montagnes. Et vous, en quoi croyez-vous? Allez-vous faire partie de ceux qui marquent l'histoire et dont on se rappelle pour le bien qu'ils ont fait? Sophia.